Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 79. Je suis revenu les amis, effectivement, j'étais pas mal malade, en fait j'avais une extinction de voix en plus surtout, et ce qui m'empêchait de faire les vidéos, donc on a beaucoup de choses à se dire, hein. Le dernier Kaiser News date d'il y a une semaine, donc je vous propose là de faire un Kaiser News évidemment complet. On va tout parcourir. On va parcourir l'actualité, les cryptos qui performent, évidemment les cryptos à potentiel. On va regarder les graphes, on va regarder le Rainbow PTC, on va regarder les tendances aussi crypto. Je vais faire une analyse sur les pre-sales pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc beaucoup de choses à se dire. Et ben je vous propose de démarrer dès maintenant. Allez, on y va. Alors, à l'heure où je tourne sa vidéo, le Bitcoin est à 30 263 dollars, l'Ethereum à 1861 dollars, hein, ce qui est quand même pas mal, ça a bien augmenté. La capitalisation du 29 juin 2023, qui s'est terminée, je vous le rappelle, à la clôture, c'est-à-dire à 1 heure du matin, était de 1238 milliards de dollars sur le marché crypto global, hein. Ça veut dire que depuis que j'ai fait mon Kaiser News, c'était il y a une semaine et demie, le mardi, on était à 1100 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on a pris plus de 130 milliards de dollars en une semaine et demie, ce qui est quand même énorme. Donc il ne faut pas que je fasse trop de vidéos Kaiser News non plus, parce que quand je ne fais pas de vidéos, je vois que ça augmente de façon extrêmement significative. Et rien que sur la veille, on a pris 3,14%. Alors on avait perdu 2,27% sur la fois d'avant, mais quoi qu'il arrive, si je fais l'un moins l'autre, on reste dans le positif. Donc on continue comme ça à grinder, hein, mine de rien. Le Bitcoin, lui, est à plus 2,66%, ce qui est quand même très très bien, versus moins 1,60% la veille. Donc le Bitcoin, lui, il occupe 48,5% du marché crypto en général. Alors c'est ça, c'est ce qu'on appelle sa dominance. Alors vous allez me dire, non mais attends, pourquoi tu as 48,5 et là tu as plus de 50? En fait, ça dépend des fournisseurs de data. Ici, là, c'est TradingView dans la dominance qui me fournit les chiffres. Donc ça vient de CryptoCap. C'est un indice qui est calculé par CryptoCap et fourni à TradingView. Ici, c'est CoinGecko. Comme pour CoinGecko, le Bitcoin, la dominance, c'est 48,5%. Et quand vous allez sur CoinMarketCap, c'est 50,1%. Vous voyez? Donc chaque fournisseur de data a ses propres métriques, mais grosso modo, on reste sur la moitié. Voilà, c'est dans l'épaisseur du trait derrière. On voit très bien que le Bitcoin occupe vraiment la moitié du marché crypto, et donc c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est vraiment lui le maître, et c'est vraiment lui qui assoit sa supériorité sur l'ensemble du marché. Donc lui, il a augmenté de 2,66%, ce qui est très bien, mais l'Ethereum, 3,48% les amis. 3,48, il a très très bien performé lui aussi. Et les altcoins en général, ils ont encore fait mieux. Alors les altcoins en général, c'est toutes les cryptos, au moins le Bitcoin et l'Ethereum. Donc il reste plein de cryptos et c'est ça que j'appelle les altcoins. Ok. Et donc eux, ils ont performé de 3,67%, ce qui est quand même très très bien. Donc forcément, les altcoins et l'Ethereum ont plus performé que le Bitcoin. Et donc ça se ressent au niveau de la dominance avec une baisse qu'on a eue ici. Donc dominance, pour rappel, vu que ça fait une semaine et demie que je ne vous ai pas fait de Kaiser News, je repars un petit peu des bases. Donc on était dans un canal baissier, hein, depuis mai 2021. Ici, donc on était tranquillement tradossier entre les bandes de ce canal. Et puis avec la crise des banques aux USA, les gens ont commencé à se dire, non mais le Bitcoin finalement, lui, il baisse pas, il résiste bien, ça peut être une valeur refuge, tout comme l'or, etc. Et donc toutes ces pensées-là, et la crise des banques était quand même assez significative côté États-Unis, hein. Eh bien, on a eu cette première mèche ici, on est redescendu, et cette deuxième poussée-là qui finalement nous a permis de nous extirper de notre fameux canal qui était légèrement baissier. Et depuis, on oscillait comme ça sur ce canal. On était vraiment à fleur. On hésitait à le réintégrer ou pas. Parce que c'est vrai que côté banque, on n'en entend plus du tout parler, hein. Les États-Unis ont utilisé leur planche à billets. Ils ont imprimé de l'argent à tout va. Ils ont sauvé les banques. Bref, les banques, on a mis ça sous le tapis. On n'en entend plus parler. Et du coup, voilà, on hésitait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a eu BlackRock. Et puis tous ceux qui vont suivre BlackRock pour déposer nos fameux ETF Spot ou Trust Spot ou ETF Future. Bref, tout ce que vous voulez, mais les fameux ETF en tout cas pour pouvoir permettre aux institutionnels de rentrer un peu dans le game Bitcoin, parce qu'on voit que la SEC attaque de tous les côtés, mais les institutionnels, eux, ils aimeraient bien quand même toucher leur part du gâteau sur les crypto-monnaies. Et forcément, avec ces demandes d'ETF, donc déjà BlackRock qui a dégainé, et derrière l'ensemble, il y en a eu plein d'autres, hein, qui ont suivi BlackRock, ça a foisonné de partout, la SEC croule sous les demandes, et donc forcément, on en parle dans les journaux, on se dit que les institutionnels vont rentrer, les traders commencent à prendre position, les institutionnels commencent à acheter du Bitcoin parce qu'elles savent qu'il y en a d'autres qui vont venir derrière, donc ça se... Et donc au final, la dominance augmente parce qu'aujourd'hui on parle de TF Bitcoin, mais on ne parle pas encore d'autres TF. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais on ne parle pas en règle générale de ce qu'on peut lire dans la presse. On ne voit pas d'Ethereum, on ne voit pas d'autres cryptos qui pourraient arriver.
Donc, ce qui explique pourquoi on a une dominance qui continue de monter et on a finalement des capitaux qui viennent dans le marché crypto. Donc, ça, c'est vraiment très très bien. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est vrai que bon, j'aimerais bien quand même avoir des capitaux qui rentrent également dans les altcoins, mais je pense que ça se fera maintenant dans un second temps. C'est pas grave, on va faire comme d'habitude. Le Bitcoin va récupérer les premiers capitaux et derrière, ça va un petit peu se calmer, ça va se propager aux altcoins et là, ça va être open bar. Pour le moment, prenons notre mal en patience et même regardons un petit peu ce qui se passe. Les marchés, les lumières reviennent progressivement sur le marché crypto. J'espère que c'est pas un peu trop tôt par rapport à notre plan. Mais bon, si ça peut comme ça nous permettre d'osciller, on va voir après ça dans le Rainbow BTC à des niveaux qui sont un peu supérieurs à ce qu'on attendait, ça peut être aussi très bien. Côté Fear and Greed, notre fameux sentiment crypto. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On est dans l'euphorie, mais l'euphorie limite, vous voyez, dans la légère euphorie. Et moi, j'adore. Quand on oscille ici, comme ça, vous voyez, légère euphorie, légère peur, neutre, ça veut dire que pour le moment, on consolide. Les investisseurs sont ni rassurés, ni apeurés. Alors, pourquoi ils ne sont pas complètement dans l'euphorie? Je pense que ça vient aussi des déboires que rencontre Binance, la SEC a dit Binance, Binance qui vacille, voilà, ça c'est le côté un peu peur, vous voyez. Et puis il y a le côté euphorique, comme je l'ai parlé, qui est effectivement BlackRock, les ETF, etc., les institutionnels et tout, et tout, et tout. Donc tout ça fait que, grosso modo, quand je mets tout ça dans la balance, c'est quand même le côté euphorique qui prime. On voit quand même que il y a pas mal de cryptos même qui commencent à pumper. Alors ça pumpe pas, toutes les cryptos ne pumpent pas. On n'est vraiment pas au bull run. Ça, il faut pas penser qu'on est en bull run parce que franchement, vous allez descendre de haut derrière quand on va retracer. Parce que forcément, là, on va encore retracer, reprendre, retracer, reprendre. Mais, on est dans une phase, si vous voulez, où on a maintenant les bons projets qui pumpent. Donc en tout cas, voilà. Légèrement euphorique, plus 2, 56, parfait. Voilà, maintenant côté évolution de notre fameux Fear and Greed. C'est toujours intéressant de savoir comment on se situe dans une échelle de temps. Donc c'est la raison pour laquelle je sauvegarde chaque jour le Fear and Greed et je vous présente sur les 200 derniers jours l'oscillation de notre fameux Fear and Greed. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que depuis mi-janvier 2023, on oscille finalement autour des 50. On a eu un petit retour de flamme ici, on a eu un retour de flamme ici. Voilà, forcément, c'était les salves d'attaque répétées de la SEC, alors là, ça fusait de tous les côtés. D'ailleurs, je suis même étonné qu'on ne soit pas descendu plus bas. Franchement, belle résilience du marché crypto. Bref, la SEC, là, ça tirait à boulet rouge. Alors, ça continue de tirer à boulet rouge, mais tu as BlackRock derrière qui est intervenu, donc forcément, ça compense. Et là, maintenant, tout revient nickel. Et donc, on retourne sur nos 50. Là, on est un peu plus, 56. Donc, tout à fait logique, parfait, rien d'autre à dire là-dessus. On va passer maintenant à notre fameux Rainbow BTC. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Rainbow BTC? Pour rappel, le Rainbow BTC, c'est quelque part ce qui définit un peu notre plan. En tout cas, ce qui définit mon plan que je vous partage. Donc nous avons quoi sur ce Rainbow BTC? Ça montre très bien les alternances de cycles au niveau du Bitcoin. Ici, on a bien les phases de bull run qui suivent par des phases de bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, un petit peu moins puissant que celui-ci et que celui-ci, et bear market, là où nous sommes aujourd'hui, autrement appelé l'hiver crypto. Et dessus figurent les phases de halving qui sont espacées à peu près tous les 4 ans. Alors on ne parle pas en termes d'années, on parle en termes de blocs en crypto, mais si je mets tout ça bout à bout, grosso modo, ça fait 4 ans entre chaque halving. Et ce qu'on peut voir, c'est que chaque halving se passe lors des périodes d'hiver crypto et précède les fameux bull run. C'était le cas ici, halving, bull run, halving, bull run, halving, bull run, halving, on l'espère tous, bull run. Maintenant, comment se situer dans ce graphique? Alors, est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça? On va monter, redescendre après pour le halving et repartir en bull run? Ou est-ce qu'on va faire plutôt quelque chose comme ça, où là c'est vraiment le calme plat, on flirte avec le bas de l'arc-en-ciel et il ne se passe rien avant le prochain bull run? Alors là, je serais d'avis de dire que ça serait ça, plus ça, comme je l'ai dit lors de mon dernier Kaiser News. Pour moi, ça sera à peu près ce genre de graphique, c'est-à-dire quasiment horizontal, mais à un niveau plus élevé, c'est-à-dire entre le turquoise et le vert, avec peut-être une petite pointe vers le vert clair. Et c'est pour le moment exactement ce qu'on est en train de faire. Pour le moment. Donc à mon sens, on devrait continuer comme ça à osciller tranquillement, ici. Aux périodes de halving, peut-être on va fléchir un petit peu, petit overlap ici, et pour après repartir en tendance haussière. C'est mon plan, c'est ce que j'envisage. Après, quelle sera la puissance de ce bull run? Ça, c'est une excellente question. Si tout se passe bien, on aura les institutionnels qui vont rentrer en plus que les particuliers. Et si vraiment c'est le cas, alors ça me pousse à croire que le bull run sera effectivement assez puissant. Je partirai quand même sur un bull run qui sera peut-être un peu plus puissant que celui-ci. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Après, c'est un petit peu au doigt mouillé, je vous le dis. Mais voilà, s'il y a les institutionnels qui rentrent, effectivement, ça peut faire du bien.
Donc aujourd'hui, nous sommes ici. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite basse de l'arc-en-ciel, elle est de 16 615 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, on ne peut pas descendre en dessous de l'arc-en-ciel aujourd'hui. Ça veut dire que le Bitcoin, il a sécurisé ses 16 615 $. Voilà, ça ne pourra pas aller plus bas. C'est ma façon de voir les choses. Désolé pour ceux qui attendent un Bitcoin à 10, 11 000, mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Nous ne sommes jamais allés plus bas. Ici, on a vraiment flirté avec le bas, mais pour le moment, nous ne sommes jamais allés plus bas, et ça me paraît assez logique au vu des courbes, etc. Donc ici, après, la limite basse turquoise, qui est celle-ci, elle est de 22 000, et pour moi, ça va être quand même difficile d'aller encore en dessous. Peut-être juste au niveau du halving, on pourra faire une petite pointe, overlap juste à ce niveau-là pour reprendre de l'amplitude, ça c'est possible. Mais aller en dessous, ça me paraît quand même un petit peu difficile. Et il faut savoir que la limite basse, au 31-12-2023, ça sera de 20 000 $. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, à mon sens, on ne pourra plus aller en dessous de 20 000 $ sur le Bitcoin. Voilà ce qu'on pouvait lire sur ce fameux graphique, le Rainbow BTC, qui est toujours appréciable à regarder et qui est source de plein d'informations intéressantes à analyser. Allez, je continue maintenant avec notre fameux Season Crypto. Donc ce graphique, ça représente quoi? En fait, ça représente la performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Et comment on fait ça? C'est vraiment pas compliqué. On prend les 50 premiers altcoins et sur une période de 90 jours, on regarde quels sont les altcoins qui ont plus performé que le Bitcoin, tout simplement. Si on a 75% ou plus, ça veut dire que vraiment les altcoins performent beaucoup plus que le Bitcoin et ça veut dire qu'on est dans une altcoin saison ici. Si on a 25% au moins, ça veut dire que ça reste le Bitcoin le master et on est donc dans une Bitcoin saison. Okay, donc on peut voir par le passé, chers amis, que durant les années, on a toujours oscillé entre les altcoins saison, altcoin saison, etc. Vous voyez, j'invente pas, hein, c'est le graphe qui me le dit. Hein. J'ai qu'à lire le graphe en fait. Et là, on reste vraiment dans la Bitcoin saison. Là, on est à 10. 10, c'est très bas. Alors, on a fait une petite pointe. À mon sens, c'était dû au liquid staking qui a ultra performé quand même ces derniers temps. Et donc, forcément, sur les 50 premiers tokens, il y a du liquid staking. Il y a par moment, le liquid staking a mieux performé que le Bitcoin. Donc, oui, on a une montée. Mais derrière, là, avec maintenant les institutionnels, BlackRock, etc., tout le monde achète du Bitcoin. Donc, forcément, même le liquid staking s'est trouvé en deçà. Donc, nous sommes revenus à 10. Et 10, c'est extrêmement bas. Mais comme je vous l'ai dit, mécaniquement, on devrait remonter. Il faut juste attendre que ça se calme côté Bitcoin. Que les institutionnels se disent, mais au fait, il n'y a peut-être pas que le Bitcoin, il y a peut-être autre chose d'ailleurs. Et là, derrière, même Ethereum, etc., ça va faire remonter ce graphique. Donc, je pense que Ethereum va être le prochain à suivre la tendance. Hein. Les institutionnels vont évidemment s'intéresser à l'Ethereum. L'Ethereum permettant également d'avoir des revenus passifs, il faut le savoir, contrairement au Bitcoin qui est plutôt destiné à être une valeur refuge. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que effectivement pour le moment c'est le Bitcoin, tous les feux sont braqués sur lui, mais attention, attention, à mon sens ça commence déjà un petit peu à se retourner, ça commence à frétiller sévère. Je ne serais pas étonné que dans les 2-3 prochains mois, on commence à rattraper ce niveau-là. Hein. Bon, en tout cas, ça serait bien, hein, parce que ça veut dire... Alors attention, il faut que ça rattrape ce niveau-là sans que le prix du Bitcoin diminue fortement. Bien évidemment. Parce que si c'est un transfert de vase communicant, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas plus d'argent dans mon marché crypto. Il faut que le Bitcoin reste là où il est et qu'il y ait des nouveaux capitaux qui affluent sur les altcoins. Voilà, sinon, ça ne sert à rien. En tout cas, c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Nous, on se prépare pour notre prochain bull run. Hein. N'oubliez pas le prochain bull run. Le prochain bull run, je vous le remonte. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Ouais, mi-2024. Dans un an, même pas. Ouais, ça va débuter ici. Hein. Donc c'est mars-avril 2024. Ça pourrait être pas mal. Mars-avril 2024. Et après, ça sera du suivi de tendance qu'il faudra faire. Là, il faudra vraiment regarder la partie graphique des Kaiser News. Parce que toute la complexité derrière, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit vendre. Vous voyez, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est une autre façon de penser. Hein. Donc, il faut faire attention et il faut savoir vendre aussi. Hein. Okay, c'est quand les gens achètent qu'il faut vendre. Vous savez ça, hein, je vous l'ai déjà dit pas mal de fois. Bon, bref, allez, je continue. Ne perdons pas de temps. Tac. L'analyse graphique, mes amis. Donc, nous avons, comme d'habitude, le Bitcoin et en bas, l'Ethereum. Jusqu'ici, ça ne change pas. Ici, on est en vision hebdomadaire. Pourquoi? Parce que nous sommes vendredi et que nous voulons avoir un aperçu de la semaine qui vient de se dérouler. Donc le graphique. Alors moi, je vous ai laissé lors du dernier Kaiser News, du coup, c'était mardi dernier. Nous étions à peu près ici. Ici et ici. Et depuis, on a eu une très belle remontada de notre ami le Bitcoin et d'ailleurs de notre ami l'Ethereum. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé chercher la résistance, la première résistance en haut, qui est laquelle? Qui est celle-ci, c'est-à-dire le plat de ce nuage
mensuel. Attention, parce que derrière on a quoi? La SSB du nuage hebdomadaire, très grosse résistance également. Et si jamais on arrive à la franchir, bon, on se prend le nuage mensuel à franchir derrière. Donc forcément, là, on a énormément de résistances qui sont assez joufflues à passer. Donc je pense qu'on ne pourra pas les passer en direct, ou alors il faudrait vraiment une news, mais nucléaire, la news. Donc je pense que pour le moment, on va osciller, on va essayer de franchir, on va comme ça latéraliser, mais plutôt côté haut du graphe, j'ai envie de vous dire. J'ai quelques doutes quand même à redescendre sur les 25 000. Hein. Maintenant qu'on a franchi tout ça, je pense qu'on va commencer à marquer des supports, mais qu'on va rester plutôt dans cette zone-là pendant un petit bout de temps, à essayer de franchir tout ça. Ce qui est bien, c'est que la lagging span, qui est une représentation des clôtures des prix 26 périodes en arrière, je vous le rappelle, elle a franchi notre nuage hebdo et ça c'est extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on confirme une tendance plutôt neutre haussier sur le moyen terme sur le Bitcoin et ça c'est quand même pas mal. Je vous ai représenté ici la future Kaijun, elle va monter ici dans 2 semaines, c'est-à-dire qu'après elle va former un plat, donc ça fera office également de support au-dessus des 25 300, donc je pense que maintenant ça sera vraiment le niveau au-dessous duquel il ne faudra plus aller. Et en attendant, on va osciller. Voilà, ça c'est mon plan sur le Bitcoin. Sur Ethereum, alors j'ai envie de vous dire, c'est un peu pareil, mais la lagging spine, hein, on voit que ça commence à essayer d'entrer dans le nuage. Il faudrait vraiment qu'elle rentre dedans. C'est vrai que c'est simple aussi pour elle de passer en dessous. Alors c'est compliqué parce qu'on a ici un niveau qui est important. C'est ce niveau-là, vous voyez, qui a bien joué avec la lagging spine. Une fois, deux fois, on le voit bien ici. Hein, tac, tac, ça s'est heurté dessus. Et là, on est pile dessus également. Donc on va essayer de s'attaquer à ce niveau. Alors il y a ce niveau qui a l'air de bien tenir au niveau de la résistance, plus le nuage. Donc là c'est très compliqué pour la lagging spine de rentrer dedans. Une fois qu'elle est dedans, ça va la libérer. On pourra libérer effectivement de la force acheteuse sur l'Ethereum pour essayer d'aller récupérer les niveaux un petit peu plus haut. À mon sens, le prochain niveau, c'est le 2123 $. Comme le Bitcoin va quand même ça latéraliser et que là, il y a quand même une grosse résistance aussi, est-ce que ça va avoir la force de passer au-dessus? On voit quand même qu'il y a de la force acheteuse ici. Il faudrait juste passer ça. On retourne travailler ce niveau. Nous verrons bien. La Kaijun, elle, arrivera ici dans 2 semaines. Ce sera un support à 1752. Ça sera, je pense, le niveau à ne pas franchir par le bas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc des graphes qui sont quand même assez bien orientés. Maintenant, place à la latéralisation. On va respirer après une telle montée. Côté calendrier économique maintenant, parce que c'est toujours important le calendrier économique. Hein. Attention, parce qu'on peut avoir des très bons catalyseurs qui peuvent influer sur le cours de nos cryptos. Donc il faut toujours suivre ça. Alors effectivement là il y a eu pas mal d'indicateurs économiques, je ne vais pas revenir dessus parce que ça va faire vraiment un Kaiser News très très long. Ce que je peux vous dire c'est que l'activité économique aux États-Unis n'est pas si terrible que ça. 239 000 demandeurs d'emploi alors qu'on en a donné 266 000. Ça veut dire que l'activité économique n'est forcément pas si mauvaise et donc attention, qui dit bonne activité économique dit bonne inflation. Donc il faut faire toujours la part des choses, toujours le grand écart. Bon, ils sont quand même bien plantés, hein, entre 266 et 239 il y a quand même un écart. Du coup, le CPI c'est quoi? Donc year to year, donc c'est le CPI, c'est l'inflation annuelle de juin 1 juin en Europe. Donc l'inflation est de 5,5% contre 5,6% attendu. Et avant, on avait 6,1%. Donc ça veut dire qu'on a quand même bien réussi à combattre l'inflation, 0,6%. Alors, est-ce que c'est assez? C'est toute la question. Voilà, ça avance quand même pas mal, mais ça avance peut-être pas assez vite. En tout cas, aux États-Unis, on peut voir que l'inflation donc sur le mois est conforme aux attentes, 0,3%, alors qu'on étions à 0,4% le mois d'avant. Par contre, sur l'année, on attendait 4,7%, on est à 4,6% d'inflation. Alors il y en a qui diront non mais c'est quand même très bien, l'inflation recule, mais elle recule vraiment, vraiment petit à petit. Et je pense qu'elle recule pas assez vite parce que pour rappel, la Fed, l'objectif c'est 2%. On est à 4,6%. Et ça c'est... Voilà, je ne sais pas trop. Donc là, les marchés, j'ai pas regardé du coup les graphes là depuis l'annonce là du corps PCE. Bon, ça peut quand même un peu fluctuer vers le bas. Pourquoi? Parce que, eh bien, finalement, attention, la Fed souhaite 2%. Et comme ils vont voir que l'inflation diminue, mais pas assez vite, il y a un risque quand même qu'ils réélèvent les taux hein, lors de la prochaine échéance. Pour rappel, ils avaient pris juste une pause. Hein, c'était qu'une pause. Ils avaient bien dit, si les métriques ne nous plaisent pas, on va continuer notre augmentation des taux de 0,25 à 0,25. Alors forcément, ils marchent sur des œufs parce qu'avec le milieu bancaire aux États-Unis, c'est compliqué également de trop élever les taux. Mais pour combattre l'inflation, c'est l'inflation qui prime. Et s'il faut passer par une récession pour combattre l'inflation, je ne suis pas certain que la Fed va reculer. Hein. Donc au final, j'aurais bien aimé avoir un 4%, 4,2%. Vous voyez, 4,6% pour moi, le marché va peut-être presser une augmentation des taux futurs. Bon, à voir. Sinon, pour les nouvelles, BlackRock, BlackRock, je l'ai laissé là parce que c'est quand même lui qui est la cause de ceci, il faut le savoir.
Donc BlackRock, très bien, forcément avec son ETF spot, enfin son trust spot, c'est à peu près pareil, je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo qui s'affiche en face de vous. Si vous voulez tout savoir sur BlackRock, vous avez juste à regarder cette vidéo et vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Mais pour le reste, donc BlackRock est arrivé, il y a plein d'autres sociétés qui ont suivi BlackRock, tout le monde veut être dans le game, voilà, ils savent qu'il y a une vraie opportunité maintenant à prendre, donc les institutionnels même investissent aujourd'hui dans le Bitcoin pour ne pas être les nados de la farce si jamais ça commence à bien prendre. Donc BlackRock, je laisse, c'était quand même important. EDXM, alors ça c'est assez important pour être dit, hein, mine de rien, c'est la finance traditionnelle, les grands ponts de la finance traditionnelle, Citadel Securities, Paradigm, Fidelity Digital Assets, c'est vraiment ces grands groupes qui ont décidé de créer un exchange qui s'appelle EDXM, un exchange crypto. La finance traditionnelle qui crée un exchange crypto. C'est pas beau ça? Bon alors attention, c'est pas un exchange crypto comme on peut avoir avec Binance. Vous voyez, c'est-à-dire que cet exchange crypto-là sera juste un relais, un intermédiaire pour les sociétés qui veulent acheter des cryptos. Ça veut dire qu'ils ne vont pas conserver les fonds des clients. Eux, ils vont juste prendre un petit pourcentage au passage, comme ça se fait habituellement dans la finance traditionnelle. Et l'échange crypto-liquidité se fera par un service tiers, on ne sait pas encore vraiment qui, mais ce n'est pas eux qui vont le faire. Eux, ils sont juste là pour prendre de l'argent et pour aussi être ce qu'on appelle le tiers de confiance, hein, donc ils vont d'ailleurs créer une chambre de compensation. Et voilà, ça sera exactement, ça va apporter les mécanismes de la finance traditionnelle dans le monde de la crypto. Et ça sera intéressant pour les institutionnels, pour qu'ils puissent œuvrer et faire un peu ce qu'ils veulent. Il faut que ça soit dans un cadre réglementaire, et celui qu'on connaît parfaitement, c'est celui de la finance traditionnelle. Donc, ils se sont dit, on va faire un exchange dans le moule de la finance traditionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La SEC, toujours la bagarre entre la SEC, Coinbase et Binance, ça ne change pas. Je ne sais pas si la SEC pourra tenir longtemps sa position, hein, notamment par rapport à Coinbase, hein, parce que BlackRock a bien indiqué dans son trust que ce serait Coinbase qui va se charger de la détermination des prix des cryptos. Donc, ça voudrait dire que si jamais Coinbase part, ce que demande BlackRock n'aboutira pas. Ça me paraît très très étonnant. BlackRock, on ne refuse pas BlackRock. Donc bon, affaire à suivre. Et puis Binance, le chemin de croix de Binance. Alors déjà, il y a les problématiques côté États-Unis, ça on en a beaucoup parlé, etc. Et puis il y a aussi côté Europe, déjà côté la France, hein, il faut savoir qu'il y a une enquête en France contre Binance. Pourquoi? Parce que il y a deux choses qu'on reproche à Binance. Le non-respect du KYC, hein, notamment pour lutter contre le blanchiment. Il y a des choses à respecter dans le KYC et apparemment Binance ne l'a pas fait, premier point. Et deuxième point, il y a également que Binance a acheté des espaces publicitaires pour les cryptos, mais sans être PSAN. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore PSAN, qu'ils ont déjà acheté les trucs. Donc ils ont été un peu vite. Et c'est là-dessus que voilà, sont faits des reproches et que la France les attaque. En tout cas, ils ne les attaquent pas encore. Il y a en tout cas une enquête qui est faite. Il y a une descente dans les locaux de Binance, etc. pour prendre des documents. Donc attention Binance quand même. Et puis ensuite, il y a dans l'Europe aussi, donc il y a la BaFin, donc ça c'est le régulateur allemand donc, qui a interdit le droit de garde à Binance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Binance pourra continuer à exercer son service, etc., mais n'aura pas le droit de faire de la publicité sur les cryptos. Et ça c'est embêtant pour Binance, parce que Binance veut essayer de s'étendre outre-Rhin, même en Europe, etc., parce qu'aux États-Unis, ça chauffe un peu pour Binance. Donc voilà, ils aimeraient vraiment bien s'étendre en Europe, qui a une réglementation qui est un peu plus claire, mais beaucoup plus claire qu'aux États-Unis. Donc c'est ça qu'ils souhaitent. Alors, donc elle a cessé la procédure de mise en conformité au Royaume-Uni parce que trop compliqué. Pareil, elle s'est retirée de Chypre, des Pays-Bas et de l'Autriche parce que la régulation était trop compliquée. Donc on a déjà l'Allemagne, où il y a eu un retour de flamme, l'Autriche, Chypre, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, donc tout ça. La Belgique aussi. La Belgique, Binance n'a pas pu se régulariser tout comme l'a demandé la Belgique. Du coup, la Belgique a demandé à ce que soit immédiatement cessée toute activité de Binance. Donc sur la Belgique, bye bye. Donc il reste la France où il y a encore une enquête en cours. Et c'est vrai que Binance se concentre sur la France, l'Italie et l'Espagne. Il y a une enquête en cours côté France. Après, c'est vrai qu'ils sont également focus sur Mika. Ils veulent absolument, ils baissent pas les bras, ils veulent se régulariser avec Mika. Après, forcément, il y a toujours des rouages, des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Mais bon, Binance, c'est quand même un très gros exchange, ils ont quand même les moyens, donc avec un peu de chance, ils y arriveront, mais c'est vrai que leur parcours est semé d'embûches. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que sinon on va avoir un Kaiser News qui va durer 2 heures. Ce n'est pas non plus l'objectif. Heureusement, je vous rappelle que j'ai chapitré cette vidéo, comme ça vous allez que là où vous souhaitez aller. Allez, on continue maintenant avec le fameux top 15 crypto. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors effectivement, cette journée-là a été une journée très verte, donc ça c'est intéressant, mais c'est aussi bien de voir un petit peu les fluctuations des cryptos,
par rapport aux autres, hein, voilà, dans les 15 premières. Donc là, on a comme ça une représentation du marché crypto en général, grâce aux 15 premières. Et on peut voir comment ça fluctue. Donc Bitcoin et Ethereum, très bien, ça a bien performé, c'est les deux plus gros, ça tire le marché vers le haut, donc ça c'est parfait. Ah, le BNB qui a quand même repris 3%, mais il reste assez bas, hein, 238 dollars. Hein. Alors que tout le monde pump, le BNB, c'est assez poussif, hein, très très poussif. Hein, il y a une résistance au-dessus, ils ont du mal à la passer. Ouais, ça c'est pas tip top. Hein. Là, ils perdent vachement de terrain, hein, côté BNB. Hein. Donc on voit, hein, bon, ils sont encore loin des 5e, 6e, 7e, mais ils perdent du terrain. Je pense que Binance en plus doit racheter massivement pour soutenir le cours. Donc bon. L'USD Coin, ça c'est un stable, forcément il n'y a rien. XRP a pris 3%, c'est plutôt dans la tendance actuelle parce que forcément, bah, il n'y a pas vraiment de news par rapport au procès. Donc je pense que ça suit vraiment la tendance, mais sans plus. Donc tout ce qui est liquid staking Ethereum, ça a toujours bien marché, ça pump toujours, ça reste maintenant assez récurrent. À 14 milliards de dollars quand même là-dedans, il faut le savoir. Cardano, 7%, pas mal Cardano. Hein. C'est vrai que le Indigo Protocol, ça marche pas mal. Hein. On va le voir d'ailleurs plus tard dans les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel. Le Indigo de chez Cardano marche pas mal. Moi, je l'ai d'ailleurs utilisé. Hein. J'ai même mis des ADA dans des poules. Franchement, ça marche très bien, impeccable. Bon, voilà, 7%, bien. Dogecoin, baisse de forme. Dogecoin, Shiba Inu, etc. Baisse de forme, les mêmes coins. Hein. Enfin, pas tous. Hein. Solana, 18%. C'est énorme, Solana. Alors, c'est vrai que le Marinade marche bien, le liquid staking sur Solana. Le Serum aussi, d'ailleurs, marche pas mal, hein, le DEX. Mais 18%, j'ai du mal à l'expliquer quand même. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont assez bullish sur Solana. Tous ceux d'ailleurs qui ont perdu quelques plumes. Je pense que beaucoup ont envie que Solana reparte vers le haut. Et il y a une tendance, c'est vrai qu'il y a un sentiment comme quoi Solana peut vraiment mieux performer que ça. Est-ce qu'ils ont raison ou pas à voir. Bon, en tout cas, le Litecoin derrière, 14%. Alors ça, le Litecoin, je suis assez d'accord parce que le Litecoin, pour moi, il a toute sa place, le Litecoin. Hein. C'est vraiment un clone du Bitcoin, mais avec des améliorations. Ça peut vraiment faire office de monnaie. Hein. Bitcoin, valeur refuge. Ethereum, plutôt pour tout ce qui est applicatif, etc. Le Litecoin, plutôt pour la monnaie, parce que c'est vrai que c'est rapide, ça marche bien. Et puis on peut faire, c'est du proof of work, ça c'est quand même vachement important pour tout ce qui est décentralisation, sécurité. Il y a même les ordinals qui sont sortis dessus, il y a tout un écosystème qui existe, ça pump bien, l'équipe est pushy, c'est bien l'Icon. Hein. Le Tron aussi, j'aime beaucoup le Tron. 13,48% au niveau du volume et 3%, ouais, c'est moins bien, mais bon, le Tron, je crois que c'est le deuxième, ouais, au niveau de la TVL de la DeFi, je crois qu'ils doivent être deux ou troisième à la blockchain Tron. Attention, hein, ça carbure pas mal le Tron. Hein. Polkadot qui a perdu une place. Alors Polkadot, c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça avec Terre Noire notamment, parce qu'ils sont basés sur Polkadot. J'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, hein, franchement. Mais bon, puis j'en entends pas trop parler de Polkadot. Polygon, moi j'adore Polygon, hein, franchement, 6%, il est resté stable. Pourquoi? Oui, ok, il est vraiment au milieu des deux là. Polygon, Layer 2, pour moi ils ont toute leur place, 6%, très bien. Et le Bitcoin Cash, 33% le Bitcoin Cash. Il a pulvérisé, je ne sais pas qui était venu ici, le DAI, je crois, hein, c'était le DAI, qui avait remplacé notre fameux BUSD, P à lui. Et donc Bitcoin Cash, pourquoi? Alors je pense que Bitcoin Cash, c'est-à-dire que, je ne vous ai pas dit une chose, je vais revenir, les amis, ici. Vous voyez là, EDXM, l'exchange va proposer 4 tokens. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Donc c'est peut-être pour ça que le Bitcoin Cash a bien pumpé. Alors, après, le Litecoin, il n'a pas pumpé comme le Bitcoin Cash, mais il était déjà haut, hein, le Litecoin, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et puis, il y en a qui disent que toutes les tokens qui ont Bitcoin dedans ont pumpé, parce qu'il y en a qui veulent rentrer sur le marché des cryptos, ils ne comprennent pas bien, ils se disent, tiens, Bitcoin Cash, c'est le Bitcoin, mais il est moins cher, je vais l'acheter. Voyez. Alors que ça n'a rien à voir en fait. C'est comme le Bitcoin SV, le Bitcoin Gold, enfin, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une bonne part de personnes qui ne connaissent pas les cryptos et qui investissent dedans au doigt mouillé. Alors là, forcément, ils ont eu raison parce que ça a bien pumpé. Mais bon, ils peuvent avoir un tour de flamme derrière, donc attention. Voilà ce qu'ils pouvaient expliquer. Donc voilà pour l'analyse des top 15. Je vais continuer maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé. Le mieux performé, donc sur la journée d'hier, sur les 48 dernières heures et sur les 7 derniers jours. Ce sont les cryptos vertes, c'est-à-dire celles qui ont une capitalisation de 1 à 250. C'est ce qu'on considère être les cryptos les moins risqués. Mais ça reste risqué quand même, vous le savez très bien. 75% minimum de votre portefeuille doit être vert, c'est-à-dire les cryptos vertes. Et dedans, moi, je préconise 50% minimum de Bitcoin et d'Ethereum. Je vous laisse le choix dans la répartition. Chacun a ses convictions.
elles sont toutes bonnes, hein, je pense. Peut-être comme vous voulez, mais en tout cas, voilà. Tant que vous avez des cryptos vertes, à la rigueur, moi ça me va. Allez, on commence. Compound. Compound, 42%. Alors Compound, c'est vraiment connu ça, hein. C'était un protocole de pré-emprunt qui est sur Ethereum, Arbitrum et Polygon. Alors c'est surtout avec les ETH et les USDC. Et ça, voilà, c'est très connu, c'est comme les AAV, etc. Ça a vraiment pignon sur rue, sur une yème, donc très bien. eCash, 33%. Alors eCash, ça c'est une monnaie digitale évidemment décentralisée, mais qui est assez chiadée, hein. Franchement, moi j'ai été voir leur site, ils ont une roadmap qui est très détaillée. Ils expliquent vraiment ce qu'ils veulent faire, ils mettent les moyens pour y arriver. Et en fait, ils veulent l'objectif. C'est quoi? C'est que une transaction ne doit pas durer plus de 3 secondes. Il faut que ça soit immédiat. Quand on va payer quelque chose, il faut que immédiatement on ait, ça y est, ça a été débité, tac. Voilà. Comme on peut avoir maintenant avec les comptes bancaires, avec le virement flash. Et également, ils veulent qu'on puisse traiter 5 millions de transactions par seconde. Voilà. Et donc, ils travaillent là-dessus. Et donc, justement, dans la roadmap, ils sont en train de travailler et vraiment focus sur le sharding pour arriver à avoir ce parallélisme et ces temps de réponse. Donc, ils sont effectivement ambitieux. Mais de ce que j'ai lu, moi, franchement, je trouve ça pas mal, hein. Je trouve ça rassurant, leur manière d'aborder les choses. Et donc, voilà, 33%. Ils sont 75e, hein. Ils ont pris 15 places. Donc, bravo, ils cachent. Waves qui a pris 10% en 159e. Donc ça, c'est une plateforme de développement Web3 qui est open source, qui a été créée, ça fait longtemps maintenant, hein. Je crois que c'était en 2016. Et donc ça fournit tous les outils pour pouvoir créer des applications décentralisées. Ensuite, sur les 48 dernières heures, toujours Compound. On a également eCash, donc 37%, 25%, ce qui est quand même pas mal, hein, sur les 48 dernières heures. Et puis on a OKT Chain, 6%. Alors, OKT Chain, ça, il faut savoir que c'est une alternative à OKEx, donc le exchange OKEx, hein, qui est maintenant assez connu. Donc lui, il a été créé, il a été lancé au 4e trimestre 2019, et il est basé sur le Cosmos Tendermint, ce qui permet justement une interopérabilité poussée entre les différentes blockchains. Je crois que c'était même lancé par le créateur du hobby, hein, si je ne m'abuse, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Et moi, donc, j'ai été voir, donc effectivement, c'est index, on se connecte avec notre portefeuille MetaMask, etc. Alors, c'est pas natif le MetaMask, il faut mettre autre et puis après on peut sélectionner MetaMask. Mais moi, ce que j'aime bien dedans, c'est le dashboard. Parce que le dashboard, une fois qu'on sélectionne notre adresse MetaMask, ça va faire un peu comme sur Uniswap, ça va sniper toutes les cryptos qu'on a et ça va nous les ressortir d'un coup. Voilà, même celles qu'on n'avait pas forcément conscience d'en avoir. Et donc ça, c'est quand même pas mal. C'est une sorte de profiler d'adresse. Moi, je connaissais ça sur Uniswap. Mais voilà, je trouve que ça c'est pas mal fait. J'aime bien leur dashboard et c'est vrai que je pense que je l'utiliserai maintenant comme dashboard parce que je le trouve très bien fait. Bon, après, on peut swapper et tout ça, hein, forcément. Ensuite, sur les 7 derniers jours, Compound, ça j'en ai parlé, Waves aussi, ils cachent aussi donc 94% pour Compound, hein, bravo, 39% et 35%. Voilà ce que je pouvais dire sur les cryptos vertes. Je continue maintenant avec les cryptos orange, donc capitalisation 251 à 800, donc forcément plus risqué. C'est pas non plus rouge, mais pas plus de 15% quand même dans votre portefeuille. Ah, on commence avec Celsius Network, 39%. Alors Celsius Network, Celsius pour ceux qui connaissent pas, bon, je pense que tout le monde vous en avait peut-être entendu parler, en tout cas c'était vraiment une des plus grosses plateformes de prêt qu'on pouvait avoir dans le monde de la crypto et qui permettait également avec le token Cell d'avoir des super rewards de staking. On pouvait staker et vraiment avoir des choses, voilà, des rewards plus importants que ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Et puis en juillet 2022, ils ont annoncé leur faillite à cause de malversations internes, etc. Ça a toujours été un petit peu nébuleux. Bref, faillite. Du jour au lendemain, ils ont bloqué les retraits sur Celsius. C'était vraiment chaud. Heureusement qu'il y avait des rumeurs juste avant. Moi, je me rappelle, j'avais des fonds sur Celsius, j'avais pu les retirer in extremis 2-3 jours avant qu'ils interdisent complètement les retraits. Donc là, c'était vraiment chaud et depuis, c'est toujours, voilà, les retraits sont toujours bloqués. Donc ils sont sous l'article 11. Donc ils travaillent pour essayer de voir s'ils peuvent rendre ou pas l'argent. Il y a eu un juge qui a dit, bah non, maintenant qu'on a mis nos fonds directement dans le Celsius, dans le programme Earn, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a délégué nos tokens à Celsius, donc on n'est plus propriétaire de nos tokens, donc Celsius peut piocher dedans pour ses avocats, etc. Ça a fait un tollé encore cette histoire, et ça c'était il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours sur Celsius, c'est toujours délicat. Moi il me reste quelques sels d'ailleurs, mais pas beaucoup sur Celsius. Mais voilà, donc le sel qui fait plus 39%, faites attention quand même, pour moi c'est vraiment du purement spéculatif. Celsius pour le moment c'est complètement mort, c'est vraiment comme FTX, donc à voir plus tard, mais faites très attention à ça. Ensuite, Voyageur VGX, 20%. Bah, c'est marrant, ça me rappelle d'ailleurs un peu Celsius ou FTX, Voyageur et VGX. Alors je vous rassure, c'est pas du tout en faillite ni rien, donc ça c'est une place où on peut acheter de la crypto-monnaie, faire du trading, faire du staking aussi. Et puis les tokens VGX, voilà, si on les détient pendant pas mal de temps, on peut avoir des rewards. Il y a des très très bons incentives sur tout ce qui est referral, donc c'est les personnes qui partagent
des liens de voyageurs VGX, vous touchez beaucoup d'argent. Comme on avait un peu sur FTX, on avait beaucoup d'influenceurs qui disaient non mais FTX c'est top, prenez mon lien, parce que derrière ils touchaient évidemment beaucoup d'argent. C'est le même système avec voyageurs VGX. Et puis derrière, on peut avoir, à chaque fois qu'on trade, on peut avoir des rewards sur chaque trade. Donc ça incite vraiment à trader beaucoup sur la plateforme pour avoir des rewards. Donc c'est un modèle économique. Bon après, c'est vrai que s'ils sont vraiment carrés dans leur tête, ça peut bien fonctionner. Et s'ils sont un peu border comme FTX, il faut faire un petit peu attention. Voilà, bon en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner parce qu'elle a pris 20%. Ça existe depuis pas mal de temps aussi, voyageurs. Et là, ils ont migré sur la V2. Donc tous ceux qui avaient des voyageurs V1, il faut qu'ils migrent vers la V2. Donc il y a un mode opératoire, c'est expliqué hein, sur leur site de façon assez claire. Donc en tout cas, 421e, 58 places en plus. Bravo à Voyageurs VGX, hein, ça se passe bien pour le moment. Et puis on a Origin Ether, ça c'est du liquid staking sur Ethereum qui a pris 3%. Tout ce qui est liquid staking, de toute façon, ça fonctionne bien. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Verge qui a pris 44%, pas mal Verge. Hein. Ça, Verge, c'est assez vieux, hein, ça existe depuis 2014. C'est pareil, hein, ça a vocation à être une monnaie à usage quotidien finalement. Et donc ça permet aux entreprises et aux particuliers d'émettre des transactions directes, c'est-à-dire de pire à pire, anonymes ou pas. Et pour les transactions anonymes, ça s'aidera du réseau Tor ou du réseau E2P. 44%, donc très bien. Celsius Network, j'en ai parlé. Et on a Measurable Data. Alors, Measurable Data, ça c'est axé sur le partage des données. C'est-à-dire, chaque action que nous faisons, sur notre ordinateur, sur notre téléphone, etc. Rédiger un mail, rechercher des éléments, acheter des produits, bah, tout notre parcours client finalement, tout ça c'est de la donnée et c'est de la donnée que l'on peut vendre. Aujourd'hui on ne la vend pas parce qu'elle nous est prise d'office finalement, on n'a pas notre mot à dire, mais demain on tend vers ça, en tout cas on pourra vendre nos données, voilà, vendre notre parcours client. Et c'est exactement le fer de lance de Measurable Data. Donc nos données après sont agrégées, anonymisées, etc. Et puis disponibles à la vente si évidemment on le souhaite. Et ils ont même sorti une application qui s'appelle RewardsMe qui permet, donc on installe ça sur notre téléphone, hein, je crois que c'est à la fois Android et iOS. Et quand par cette application on achète des choses sur Amazon, Deliveroo, plein d'autres, Uber aussi je crois, eh bien ça va capter notre parcours client, capter ce qu'on achète, il y a des produits qui sont éligibles ou pas à des rewards, et on touchera des rewards, voilà, pour des actions que l'on fait habituellement en dehors de l'application, sauf que là, voilà, on touchera des rewards en plus. Donc c'est un cercle assez vertueux, c'est intéressant, il a pris 14%, donc bravo à Measurable Data. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a Verge, j'en ai parlé, Polyswarm, tiens, qui a pris 50%. Alors Polyswarm, ça c'est un sniper, en fait c'est une sorte d'antivirus, un scanner, qui va vous permettre d'analyser des URL ou des fichiers. Et le principe est simple en fait. Lorsque un utilisateur soumet une requête, donc un fichier par exemple à analyser, donc Polyswarm va donner une sorte de prime pour inciter des moteurs d'analyse à analyser le fichier. Chaque moteur d'analyse va être au courant qu'il y a un fichier analysé, et donc eux ils vont mettre également une mise, voilà, de leur côté, une mise, un peu d'argent en fait. Et derrière, ils vont analyser le fichier. Alors, soit ils se disent, non, moi je passe mon tour, j'ai pas envie de l'analyser, donc ils mettent pas de mise. Ou alors ils disent, ok, moi j'analyse et mon compte rendu, c'est il est infecté. Ou alors il n'est pas infecté. Donc, ok, chacun rend son compte rendu. Après, il y a 2 semaines qui se passent. 2 semaines, c'est le temps comme quoi la vérité émerge au bout de 2 semaines. Donc, au bout de 2 semaines, on saura si oui ou non le fichier était infecté. Si le fichier était infecté, alors les moteurs qui ont prédit qu'il était infecté toucheront la prime divisée par le nombre de moteurs qui ont prédit la bonne chose, plus les mises de l'ensemble des moteurs divisé par le nombre de moteurs qui ont eu raison. Et ceux qui ont mal prédit les choses, bah, effectivement, ils ne se sépareront pas la prime de Polyswarm, et en plus, ils perdront leur mise initiale. Voilà comment ça fonctionne, grosso modo, Polyswarm. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je n'en sais rien. C'est vraiment quelque chose d'incitatif. À voir. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, il a pris 50%. Il y en a qui trouvent l'idée cohérente, donc pourquoi pas. Ensuite, on a JPEG-D qui a pris 39%. Ça, c'est pas mal, JPEG-D aussi. Alors, outre l'interface graphique qui peut prêter à discussion, voilà, c'est vraiment les jeux en 8 bits, hein, les Sega Master System et autres, pour ceux qui ont connu. Ça, c'est une plateforme qui permet de stocker nos NFT. Alors, il n'y a pas tous les NFT, hein, il n'y a que les NFT vraiment qu'au pignon sur rue, hein, les punks, les Bored Apple Yacht Club, etc., les plus connus. Hein, je crois qu'il y en a 8 ou 9 collections qui sont pour le moment éligibles. Et ce que ça va faire, c'est en fait, on va staker nos NFT pour emprunter de l'argent. En fait, on va laisser notre NFT au collatéral. Ok ? Et donc, on va mettre notre NFT dans un coffre-fort numérique. Derrière, on pourra
emprunter 60% de la valeur de notre NFT. Comment est calculée la valeur du NFT? Par un oracle Link qui va sniper la valeur plancher du NFT. Donc on va avoir la valeur de notre NFT à un instant T, et derrière on pourra emprunter 60%. Donc c'est du PETH ou du PUSD, donc c'est des tokens JPEG. Okay, c'est des tokens synthétiques qui viennent de JPEG. Et à partir de là, après, on pourra faire des choses avec ces tokens-là, les staker, les placer, etc. Donc ça permet finalement, qu'on a un NFT qui sert à rien, ça permet d'en tirer un peu d'argent. En plus, il y a un snipe qui est fait au niveau de la liquidation, parce qu'effectivement, on laisse un NFT. Mettons, il vaut 100 dollars, donc je vais pouvoir emprunter pour 60 dollars. Mais si mon NFT, il baisse, la valeur baisse jusqu'à moins que 60 dollars, bah dans ces cas-là, il y a un problème. Donc on doit faire ce qu'on appelle une liquidation. C'est-à-dire qu'on doit vendre le NFT avant qu'il aille plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le système prévient l'utilisateur lorsqu'il y a un risque de liquidation. Comme ça, après, soit il peut rembourser ce qu'il a emprunté pour récupérer son NFT, etc. Et en plus, il peut même prendre de mémoire une assurance, hein, c'est 5% je crois, pour empêcher la liquidation. Et pareil, quand il emprunte des PETH ou des PUSD, il y a des frais d'emprunt qui est de 5% pour l'ETH et 2% pour l'USD, je crois. Donc voilà, JPEG, pas mal. Hein. Là, c'est vraiment orienté sur... et il n'y a pas de limite trop de temps, où on doit laisser ça 1 an, 2 ans, c'est ça que j'aime pas. Là, je ne l'ai pas vu, donc c'est pas mal. Hein. 601, 132 places, c'est pas pour rien, hein, franchement. Bon, après, il faut avoir des NFT qui répondent à leurs critères. Bon, moi, j'en ai pas, donc j'ai pas pu tester. Mais bon, 39%, pas mal, pas mal. Allez, on continue avec les tokens rouges maintenant. Token rouge de capitalisation 801 à 2000. Alors, on rentre dans les petits cryptos très risqués, hein, 10% pas plus de votre portefeuille. On y va, Cover Protocol. Alors, Cover Protocol, 44%, ça c'est bizarre, parce que Cover Protocol, ça c'était un protocole d'assurance. Il a fermé en 2021. Pourquoi il a fermé en 2021? Parce que tous les développeurs, ils sont partis, donc ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus personne, et donc ils n'ont pas pu continuer leur projet. Donc le site, il est out, Twitter est out, tout est out, et le token prend 44%. Donc à mon sens, c'est vraiment du spéculatif. Donc faites très très gaffe à ça. Eucross Protocol, 24%. Donc ça, c'est un bridge de Ethereum vers les Layer 2, c'est-à-dire Arbitrum, Optimism et Polygon, tout à fait. Alors, il n'y a pas le ZK Sync, mais peut-être parce qu'il n'est pas encore tout à fait dans le game. Donc, en tout cas, c'est sur ces trois-là, 3 Layer 2 là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des rewards qui sont pas mal sur ce Eucross Protocol. ETH sur les stakes, c'est 7,65%. L'USDT, je crois que c'est 9,1% ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, les rewards sont pas dégueux sur Eucross Protocol. 24%, pas mal. Il a gagné 62 places. Et puis, on a Zizi, qui a pris 23%, 998e. Donc ça, c'est une plateforme qui est vraiment axée aux récompenses, aux airdrops, les NFT cadeaux, un peu comme Galaxy pour ceux qui connaissent, pour récupérer des NFT, il faut faire plein de choses, un peu à la Glim, vous voyez. Grosso modo, ça va vous inciter à faire plein d'actions, liker, retweeter, mettre des commentaires, voilà, faire plein d'actions pour avoir derrière des cryptos en récompense. Et plus vous faites d'actions, je pense qu'en plus vous gagnez des easy, plus vous participez à tout ça. Et du coup, au fur et à mesure, si vraiment vous êtes assidu, vous pouvez après avoir des espèces de loteries, vous allez pouvoir gagner des tickets. Si votre ticket finit par 7, alors vous serez éligible à avoir des airdrops de tokens. Bref, il y a tout un écosystème qui se fait autour de ça. Bref, il faut passer sa vie devant son ordinateur à faire plein d'actions pour essayer de récupérer des tokens dans l'espoir que les projets performent derrière. Voilà que ça fait en tout cas. 146 places en plus, il est sous les 1000 maintenant, il a gagné 23%, donc pourquoi pas, après tout. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Cover Protocol, ça j'en ai parlé, 42%. Layer AI, 34%. Ça me fait penser un peu à Miserable Data qu'on a parlé, c'est du partage de données aussi. Finalement, l'objectif c'est de monétiser la data. Donc eux, il y a deux choses, il y a la sécurité, donc avec les ZK Rollup, et l'intelligence artificielle. Donc lorsqu'un utilisateur se rend sur leur application, donc il n'y a que sur iPhone pour le moment, eh bien ils snipent l'activité comportementale de ces utilisateurs, la recherche, etc. Bref, un peu comme Miserable Data. Et puis ils encapsulent tout ça dans des espèces de capsules de data qui représentent en fait notre propre parcours utilisateur. Et il n'y a pas que ça, également ils proposent un VPN, et pour les personnes qui utilisent le VPN, alors c'est la même chose, ils capturent tout le parcours des utilisateurs, ce qu'ils font, où est-ce qu'ils cliquent, ce qu'ils recherchent, etc. Et toutes ces données sont évidemment anonymisées, agrégées et stockées dans des espèces de capsules qui sont rien d'autre que des NFT finalement, mais qui contiennent l'ensemble des données des utilisateurs. Et à partir de là, les utilisateurs peuvent vendre ces capsules à des sociétés, et voilà, et les sociétés du coup, elles peuvent évidemment acheter des capsules. C'est ça en fait le truc. Mais bon, moi j'ai été voir, mais derrière, là où je trouve ça un peu biaisé, c'est que
Il y a même une marketplace de capsules où on peut même acheter des capsules avec des datas plus rares, tout ça. Donc j'ai l'impression quand même que le côté NFT spéculatif sur des capsules prend le pas sur vraiment le partage de data. Après, voilà, je me trompe peut-être. Zizi, j'en ai parlé. Ad Rewards. Alors au moins là, le nom est parlant, hein. Ad Reward. Voilà. Donc là, grosso modo, c'est quoi? Ça parle de publicité. On met en direct un annonceur et un utilisateur. Ok, donc on se passe du tiers d'intermédiaire finalement, hein. Donc c'est en direct. Ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que l'utilisateur va être rémunéré pour consommer de la pub. Voilà, et du coup, ça voudra dire que les campagnes publicitaires sont efficaces pour les sociétés. Alors moi, je suis toujours un petit peu dubitatif par rapport à ça. Quand quelqu'un est payé pour regarder de la pub, est-ce qu'on peut parler d'efficacité publicitaire? Et je ne sais pas trop ça, moi, hein. Alors après, eux aussi, hein, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a une IA qui va analyser le comportement des utilisateurs pour optimiser les campagnes publicitaires. Alors là, ça aurait déjà plus de sens. Ça peut avoir de l'avenir, hein. Ça peut être vraiment... ça peut décoller aussi, ce truc-là. Donc pourquoi pas? 494 places d'un coup, quand même. 298% sur 7 jours, c'est quand même énorme. Ensuite, on a Encore Protocol, 244%. Ok, Anchor Protocol, ça c'est vraiment du terrain, hein. Vous savez, c'était l'UST pour ceux, enfin, je pense que vous avez tous entendu parler de l'UST, hein, ce fameux stablecoin qu'on pouvait placer, staker sur Anchor Protocol pour avoir 20% de reward sur du stable. Moi, j'en ai laissé quelques plumes aussi là-dessus, hein. Avec la chute de l'UST, bah, forcément, c'est l'UST a dépégué. Derrière, voilà, on a perdu quand même de l'argent là-dessus. C'était sur Anchor Protocol. Du coup, Anchor Protocol, il est parti à la cave. Voilà, il essaye de revenir de la cave. Moi, c'est toujours risqué, hein, maintenant. Ouais, effectivement, 244%, mais bon, si derrière c'est pour reperdre 300%, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut voir, faites attention à ces trucs-là, hein. Quand c'est mort, voilà, ça peut être un petit rebond, mais histoire de un truc très spéculatif. Faites attention. Ensuite, on a Dream Machine Token. Alors ça, c'est Dream Machine Token, c'est une espèce d'arcade, c'est du gaming qui est sur Web3, hein, donc directement accessible depuis votre navigateur. Et c'est des bons vieux jeux à la Nintendo 64, vous voyez, Mega Drive pour ceux qui ont connu. Et voilà, ça propose ça. Et du coup, après, on peut effectivement staker les DMT. Ça a été fait par Seiko. Seiko, ils ont créé des jeux NFT, hein. Il y avait Sakura Park et Street of Milady, qu'on retrouve d'ailleurs sur la Dream Machine Token. Donc voilà, donc on peut les staker derrière, donc voilà, pourquoi pas, hein. En tout cas, 215%, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est terminé maintenant avec les tokens qui ont performé. Je vous propose de passer directement à tout ce qui est tendance, hein, c'est-à-dire qu'on va passer sur les catégories et les tokens tendance. Alors sur les catégories, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Layer 1, 18%, ok, ça a pris 18% les Layer 1. Comme quoi vraiment, les blockchains d'infrastructure, ça fonctionne bien, bravo au Layer 1, 18%. Est-ce qu'il y a la gouvernance aussi qui a pris 18% et le liquid staking 18% et le yield farming, ouais effectivement, hein, 20%, tout ça, ça a vraiment le vent en poupe. Tout ce qui est DeFi, de toute façon, ça a le vent en poupe. Derrière les stablecoins, ça effectivement, ça change pas trop au niveau du prix. Exchange Based Token, alors ça, ça va augmenter que de 4,5% les tokens d'exchange. Pourquoi? Parce que en fait, les SEX, donc tout ce qui est tout ce qui est exchange centralisé, ça a augmenté que de 2,7%. Par contre, les exchanges décentralisés, 17,37% d'augmentation. Ça veut dire qu'il y a vraiment un poids du corps, un transfert du poids du corps entre tout ce qui est centralisé vers le décentralisé. Moi-même, hein, j'ai plus rien sur Binance. J'ai vraiment épuré côté exchange. J'ai vraiment plus grand-chose. Maintenant, j'ai tout sur mon Ledger, mais relié sur mon MetaMask, etc. Et j'utilise vraiment les DEX. Donc ça ne m'étonne pas, hein, ça ne m'étonne pas du tout. Ça devient vraiment compliqué maintenant, hein, les exchanges centralisés. Alors c'est vrai que pour un novice, c'est vraiment mieux les exchanges centralisés parce qu'il est guidé pas à pas. Mais après, pour ceux qui connaissent un peu plus la crypto, bon. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le liquid staking token, les mêmes qui ont augmenté que de 9,7%. C'est un peu moins, ils ont perdu une place d'ailleurs. Au profit du liquid staking, vous avez vu comment ça augmente bien, hein, c'est pas mal, hein. Le TH2.0 staking, lui, qui a augmenté de 17,5%, bah, c'est lui quand même qui tire 17,5% versus 17,6%. Donc c'est vraiment le TH2.0 hein, qui tire le liquid staking vers le haut. Gouvernance, ça j'en ai parlé. NFT, 12,36%. Ils ont perdu une place par rapport à la gouvernance, hein, ça. Les NFT, c'est pas, pour le moment en tout cas, c'est pas ce qui performe le plus.
Layer 2, 14,43%. C'est pas mal, hein, c'est pas mal les Layer 2. Effectivement, je ne comprenais pas pourquoi ça pumpait pas plus. Là, ça commence à être pas mal. Je pense qu'ils sont vraiment entre les deux. Donc, ils sont pas encore dépassé les NFT. Hein. Les decks, j'en ai parlé. Yield Farming, c'est toujours dans l'air du temps. Ça a pris 2 places. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, la DeFi, hein, c'est pour avoir des rendements. Il n'y a pas photo. Et Zero Knowledge, le ZK, 11,95. Alors maintenant, sur les 14 derniers jours, qu'est-ce qui a le plus performé? Alors ça, pour rappel, hein, c'est les 15 premières catégories sur 63. Je n'ai pas encore changé, mais il y en a 63 en fait, pas 103, parce que les autres sont... je ne peux pas quantifier la market cap, donc je ne peux pas les faire rentrer dedans. Il n'y en a que 63. Et donc là, sur les 63, celles qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, c'est le lending borrowing. Ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs. Ça. D'ailleurs, on l'a vu avec Compound hein, tout à l'heure, hein, qui a très bien performé. Donc voilà, le prix emprunt, ça marche très bien. Synthétique, tout ce qui est token synthétique, hein, les cryptos qui vont être basés sur tout et n'importe quoi, ça augmente énormément. Les dérivés également, c'est à peu près dans le même style. Les BRC20 aussi ont très très bien performé, hein, 22% en plus BRC20. J'aimerais bien qu'il y ait également des LTC20, hein. Ça fait longtemps que je vous le dis, je vois qu'ils sont en cours de faire une marketplace, il me manque la marketplace LTC20. Parce que pour rappel, j'ai sorti une vidéo sur comment minter les LTC20 et les ORC20 d'ailleurs, hein, qui était préconisée par Binance. Bon, Binance va mal, je sais bien, mais bon, on ne sait jamais. Si jamais ça prend, ça peut être pas mal aussi. Donc pour le moment, j'attends. Et on a l'IoT aussi qui a pris 22%. Donc ça, c'est les catégories qui ont extrêmement bien performé sur les 14 derniers jours. Maintenant, au niveau des tokens, qu'est-ce qui a performé? En tout cas, ce n'est pas ce qui a performé, attention. C'est qu'est-ce qui est tendance, c'est-à-dire sur la journée d'hier, au niveau mondial, qu'est-ce qui a été le plus recherché sur CoinGecko? Qu'est-ce qui a suscité le plus d'intérêt? En bien ou en mal, hein, attention. Hein. C'est pas forcément en bien. Hein. S'il y a une crypto qui se casse la figure, par exemple à l'époque UST, elle était là-dedans UST, hein, parce que les gens veulent savoir. SUI a pris 5%. Bon, voilà, mais en tout cas, SUI, effectivement, je crois qu'il y avait quelques petits... Ça a un petit peu toussé SUI dernièrement. Alors, j'ai pas trop creusé, mais je pense que ça avait un petit peu toussé. En tout cas, elle est revenue dans les 99 centièmes. Elle était un petit peu remontée, là, elle est redescendue, là, mais là, elle a repris 5%, ce qui est quand même pas mal. Maverick Protocol, qui a perdu 18%. Alors, Maverick Protocol, ça, c'est un AMM qui est sur Ethereum, le ZK Sync ERA, d'ailleurs, faut le savoir, et la BSC. Et puis on a le Bitcoin Cash, forcément, qui a pris 33%. Et lui, du coup, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il augmente comme ça? Donc je pense qu'il y a le fameux exchange de la finance traditionnelle qui peut expliquer cette progression. Et il y a parce qu'il y a une confusion aussi avec le nom Bitcoin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cru que c'était du Bitcoin, qui ont investi dedans. Voilà, je pense que c'est ça, mais en tout cas, voilà, il a bien pumpé. Et donc ça suscite l'intérêt. Pourquoi pumpait-il? Ensuite, on a Tenet. Donc Tenet, ça c'est un DEX, ça permet de faire du lending. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que les validateurs, ils utilisent une preuve de participation diversifiée. Ça, c'est pour éviter les dérives du proof of stake. Quand on a du proof of stake, les validateurs, il faut qu'ils aient beaucoup de jetons pour être validateurs. Et du coup, ça crée un problème dans la décentralisation. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de jetons qui sont sur une même personne, un même validateur. Là, c'est pas au niveau du jeton qu'on va raisonner, c'est au niveau d'un panier de jetons. Et c'est ça, en fait, qui va faire office, voilà, si on a un panier de jetons, entre guillemets, bien garni, on pourrait être validateur. Et en plus, on peut mettre dedans du liquid staking. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre des jetons, je sais pas moi, du STETH ou des choses comme ça. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est là-dessus que réside la force de Tenet. Donc, 752e, donc pas mal, ça suscite l'intérêt. PP, toujours PP, mais qui n'arrive pas à décoller. Et puis, on a Opulus. Opulus, il est souvent recherché, d'ailleurs, Opulus, hein. 705. Opulus, j'en ai souvent parlé dans mes Kaiser News. Hein. Vous savez, c'est les fameux MFT, les Musical Fungible Token. Grosso modo, il y a des artistes en devenir. Ils vont poster leur création artistique, musicale. Ok. Et derrière, il y a des gens, si vraiment ça leur plaît, ils vont pouvoir acheter ces MFT. Et si jamais la renommée de l'artiste explose, alors en théorie, le MFT explosera également. C'est un cercle vertueux. D'ailleurs, je l'avais placé en token du jour dans les premiers Kaiser News. Ça m'avait plu ce concept. Voilà, en tout cas, 705e, 10 places de plus, je l'ai recherché, donc très bien. Et maintenant, je vais terminer par nos fameuses cryptos à potentiel. Donc, pour rappel, comment fonctionne ce tableau? Ici, j'ai toutes les cryptos qui ont le plus souvent performé dans les Kaiser News. C'est pas compliqué. Tous les jours, j'enregistre les 100 cryptos qui performent le plus à partir du rang 700 et pour un volume minimum de 50 000 $. Et puis derrière, j'analyse chaque jour quels sont les cryptos qui ont le plus souvent performé, tout simplement. Donc à ce petit jeu-là, on a Furucombo. Pour rappel, ça permet de faire des stratégies DeFi à partir de protocoles un peu plus sophistiqués tels que AAV, etc. On peut faire nos propres stratégies DeFi par drag and drop. Ensuite, on a Tena. Ça, c'est un petit nouveau Tena. Ça, c'est un DEX sur la BSC. Alors, j'ai été voir. Franchement, il est pas mal ce DEX. Hein.
il est pas mal du tout. Je comprends pourquoi il apparaît ici, parce que bon, déjà, on peut faire effectivement des swaps, ça c'est tout à fait normal. Derrière, ce qu'on peut faire, on peut également mettre des ordres limites sur ce DEX, donc ça c'est quand même vraiment top. On peut faire également du TWAP, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, plutôt que de faire un gros ordre en une fois, on va pouvoir influer sur la volatilité du marché. Ce que ça permet de faire, ça permet de décomposer ce gros ordre en plus petits ordres qui vont s'étaler dans le temps. Comme ça va permettre de maîtriser la volatilité du marché qui pourrait être causée par voilà, un ordre trop important. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est fait avec Orbs, hein, qui propose ce genre de service-là. Et puis on peut faire aussi du cross-chain. Là ils sont plugués avec Squid. Et du coup Squid, je vous en ai souvent parlé de Squid, moi j'utilise beaucoup hein, avec Jumper et Squid. Ça permet de faire du cross-chain et donc on peut effectivement transformer un ETH de la blockchain Ethereum en un ETH de la blockchain BSC. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Donc il y a tous ces concepts-là qui ont été implantés dans Tena. L'interface est assez bien faite, un peu chargée à mon goût, mais quand même c'est pas mal fait. Donc on peut également locker des tokens T pour récupérer des rewards. Et on a surtout un pool de stablecoin, donc double stable, hein, qui permet de récupérer 12% de rewards. Donc ça j'avoue que c'est quand même pas mal du tout. Donc Tena, franchement, bonne découverte. Hein, Tena, je connaissais pas, ça m'a fait bonne impression. En tout cas, ça a l'air sérieux. Marinade, le fameux liquid staking sur Solana, bah ça, je sais bien que ça cartonne, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Indigo Protocol, je vous en ai parlé, vous savez, hein, c'est la plateforme DeFi qui est sur Cardano et qui permet d'ailleurs de créer des jetons synthétiques hein, à partir du monde réel, les matières premières, les actions, etc. Bref, je l'ai assez répété. Label Foundation, ça c'est Label Fondation. Ah oui, ça c'est du streaming musical. D'ailleurs, ça propose une application qui s'appelle Trax qui permet de rémunérer les créateurs de contenu et les utilisateurs de contenu. Alors c'est encore en version bêta et c'est un cercle fermé. Hein. J'ai pas pu y accéder, j'ai pas pu tester, mais apparemment c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. En tout cas, ça a bien pumpé, donc bon, à voir ce que ça donnera. Et puis on a le Wall Street Bets App, ça j'en parle souvent. Ça c'est vraiment du jeu de casino, roulette, des jeux d'argent en fait, hein, pile, face, rouge, noir, roulette, etc. Et c'est vrai que les jeux d'argent dans le monde de la crypto, je pense que ça a tout son sens. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça performe pas mal. Hein. Donc voilà en tout cas les 6 cryptos qui ont le mieux performé dans les Kaiser News. Ensuite, ça c'est nos fameuses pre-sales. Alors, les pre-sales, comment ça fonctionne? Pour rappel, j'ai participé à une pre-sales, Love, Hate, Inu. Et j'ai bien gagné sur cette pre-sales. J'ai gagné 2 fois ma mise. C'est-à-dire que si je mets 100 $, j'ai gagné 200 $. C'est-à-dire qu'au final, j'avais 300 $. Et comme au fur et à mesure de la pre-sales, j'ai pris des métriques, je me suis dit, si jamais je retrouve d'autres pre-sales, je vais analyser les métriques pour voir une métrique qui se rapproche de la pre-sales où j'ai gagné de l'argent pour essayer de réitérer ce que j'ai gagné. Alors, on a commencé avec iDodge. iDodge, franchement, c'était très proche. Hein. Communauté Telegram, presque similaire. Le nombre de messages sur 24 heures, pareil. La communauté Twitter était vraiment très très proche. C'était un jeton également utilitaire. Elle a démarré à peu près 2 mois après Love 18 la campagne. Elle a réussi à récolter 15 millions de dollars quand même. 15 millions de dollars. Et j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent, je vous le dis, voilà, en toute transparence. Grosso modo, j'ai perdu 50% à date. Ça peut être plus, attention, parce que j'ai gardé la moitié de mes tokens à iDodge. Je n'allais pas les vendre à perte. Voyez. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un petit peu regardé, je vais vous expliquer tout ça. J'ai quelques idées sur le pourquoi. Je vais vous expliquer ça juste après. Je continue avec Digitoad. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que la communauté Telegram est encore en baisse. 12% de moins sur la communauté Telegram. La fois dernière, on était à 6% de moins. Donc ça continue de baisser. Hein. Sur Love 18, on était à 20 000 personnes, on n'est plus qu'à 11 600 personnes. Je commence un peu à flipper pour mon Digitoad, hein, je vous en parle franchement. Côté nombre de messages sur Telegram en 24 heures, on n'a plus que 1318 messages en 24 heures sur Telegram. Love 18, on avait 2162. Twitter, 15 900 sur la communauté Twitter Digitoad, 44 600 sur Love 18. Oui. Ensuite, Digitoad, la portée d'un tweet, c'est 2000 personnes. Donc, quand on poste un tweet, ça atteint 2000 personnes. Love 18, ça atteignait 17 900 personnes. Et iDodge, 26 500 personnes. C'est un jeton utilitaire. Ça a démarré la campagne le 8 mars, en même temps que Love 18. Elle est toujours en cours et on a récolté 5,7 millions de dollars versus 10,5 millions pour Love 18. On en est à 88% de l'état d'avancement de Digitoad. Ça veut dire que je commence à me tenir prêt. Voilà, on va voir ce qu'ils vont annoncer derrière. Et c'est ça qui va être très important. Je sais qu'il y aura Uniswap et Bitmart. Mais toute la question sera de savoir est-ce que je pourrais claimer mes tokens avant que ça soit mis en vente sur les exchanges. Et ça, je vais y revenir parce que c'est vraiment ça qui est structurant. Donc Digitoad,
j'ai revu, je pense que je ne gagnerai pas d'argent. Bon, peut-être que j'en perdrai en tout cas, je n'en gagnerai pas, je ne pense pas. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais bon, vous voyez, les métriques à iDodge étaient très bonnes. Franchement, je croyais gagner de l'argent, j'en ai perdu. Donc, mais on va voir pourquoi. On verra ça après. Et ensuite, on a Wall Street Memecoin. Alors ça, Wall Street Memecoin, communauté Telegram, augmentation de 43%. Alors là, mais c'est vrai qu'il y a de la pub partout sur ce truc-là. Quand je vais sur Internet, dans les cryptos, les machins, je vois toujours de la pub. Donc ça, c'est très bien. Côté marketing, ils sont au top. Eux, ils utilisent leur argent pour faire de la pub. Vous voyez. Donc Wall Street Memecoin, 11 018 personnes sur Telegram contre 20 000 sur Love 82, 2248 messages en 24 heures sur Telegram. On est quasiment comme un peu plus que Love 82, ça c'est pas mal. Communauté Twitter, 256 300 personnes en augmentation de 10%. C'est énorme versus les 44 000 de Love 82. Le poids du corps est sur Twitter avec Wall Street Memecoin. Un tweet, 69 000 personnes de touchés. Voilà. Alors que le max qu'on avait, c'était iDodge avec 26 500 personnes. Donc c'est énorme. Et encore, ça peut aller à plus de 200 000 personnes hein, sur Wall Street Memecoin. Ça, c'est énorme. J'ai pas trop vu encore d'utilité pour le token, mais ça pourrait être un truc un peu même collector parce que c'est. Moi, c'est vrai que je suis abonné sur le fil et ça me fait vraiment rigoler. Il y a des mèmes qui me font vraiment rigoler. Hein. Donc ça a démarré le 27 mai. Les fonds reçus, ils en sont déjà à 11,5 millions depuis le 27 mai. Un mois après, iDodge. Ils en sont voilà, quasiment au même point que iDodge. Hein. Ils ont déjà fait 38% des objectifs. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je pense avoir 1,5 fois ma mise avec cette pré-sales-là. Est-ce que l'avenir me donnera raison? Je n'en sais rien. Je vous ai également mis les petites pré-sales CoinList que j'ai eu la chance de pouvoir participer. Alors, est-ce que c'est de la chance ou pas? Je vous le dirai une fois que j'aurai revendu mes tokens. Mais en tout cas, Néon et Arkway, j'y ai participé. Voilà, donc on verra bien après ce que ça donne. Bon, alors je sais que côté Néon, ça sera le 17 juillet 2023 que je pourrai récupérer la totalité de mes tokens. Donc ça c'est intéressant, je pourrais déjà avoir un premier aperçu de voir si c'était une bonne affaire ou pas. Quant à Arkway, là il y aura 25% après 40 jours. Donc c'est-à-dire que ça va venir maintenant, je pense, dans ouais, 28-25 jours. Et puis après, ça sera pendant 8 mois, le reste sera envoyé de façon linéaire sur les 8 prochains mois. Alors, avant de repasser ici, je vais vous montrer rapidement la différence entre Love 82 et iDodge. Alors, donc là, c'est la partie 1. Donc là, c'est comparaison des graphes entre les deux exchanges. Ici, on a OKEx, sur lequel on a pu vendre et acheter les tokens Love 82 juste après la pré-sales, et MEX, qui était plutôt côté iDodge. Alors la grande différence entre les deux, on voit bien, les courbes ne sont pas du tout pareilles. Hein. Ici, l'intervalle, c'est 5 minutes pour les deux. Okay. Ici, sur les 5 premières minutes, ça a énormément pumpé. 10 minutes, bon, sauf si on vendait ici, mais on pouvait quand même continuer à faire un petit peu d'argent. 15 minutes aussi, donc jusqu'à 15 minutes, même 20 minutes, on était pas mal. Hein, pour ceux qui avaient acheté là, moi c'était mon cas, j'avais plutôt acheté à ce niveau-là. Eh bien, j'aurais pu, voilà, il était tout à fait possible facilement de se faire de l'argent pendant les 20 premières minutes. Ok. Donc, il faut savoir que moi, sur Love 8 Inu, ça a été déterminant à mon sens, c'est que on a pu claimer nos tokens 1 heure avant que ça soit mis en vente sur les exchanges et peut-être index, mais je ne sais plus trop s'il y avait index. Je savais qu'il y avait un exchange. Mais en tout cas, on a pu les claimer 1 heure avant. Et ça a tout changé. Vous voyez, ça, c'était un extrait de Telegram. It will be added 1 hour before the launch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, le bouton claim a été posté sur le site 1 heure avant que les exchanges proposent de dealer le token. Donc ça veut dire qu'on avait le temps de claimer nos tokens, de les récupérer, de les transférer sur l'exchange, et après, nous étions là, et on a attendu l'heure de midi, et dès que midi est arrivé, moi j'étais devant mon écran, j'ai entendu que c'est bien monté, et c'est à peu près ici que j'ai tout vendu. Et après c'est terminé. J'avais fait 2 fois ma mise, terminé, j'avais eu mon gain, j'étais heureux. Parfait. Sur iDodge, ils n'ont pas fait la même chose. Sur iDodge, ils ont mis le bouton claim en même temps que l'ouverture du trading sur MEX et Uniswap. Et ça a été le carnage. Parce que regardez d'ailleurs, sur iDodge, c'est pas pareil. Donc déjà, iDodge, regardons maintenant la courbe. On peut voir que sur les 5 premières minutes, on pouvait se faire de l'argent. Sur les 10 premières minutes, c'est là qu'on pouvait vraiment atteindre le sommet et se faire un x3 sur iDodge. Et ensuite, terminer. C'est-à-dire que au bout de 12 minutes, c'était fini. On perdait de l'argent. On n'avait que 12 minutes pour réagir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà appuyé sur claimer pour récupérer mes AI. Je vais passer à la deuxième fenêtre. Voilà.
Et donc sur MetaMask, en fait, donc j'ai claimé, mais ça, évidemment, ça a pris du temps parce que tout le monde a claimé en même temps. Et donc j'ai appuyé sur Speed Up pour essayer d'accélérer la transaction. Donc à chaque fois, ça me prend un peu plus de frais. Mais en fait, comment dire, l'écart de frais n'est pas assez important. Et donc au final, j'ai attendu 8 minutes sans qu'il se passe rien. C'était toujours en train de tourner pour claimer. Et donc c'est là que j'ai fait ma grosse erreur. J'aurais dû plutôt, là c'est mon MetaMask, cliquer sur marché ici avant de confirmer. Et j'aurais dû sélectionner agressif. C'est ce que j'ai fait après. Je me suis dit, j'aurais dû mettre agressif. Donc après, j'ai arrêté. Au bout de 7 minutes 30 secondes, j'ai arrêté. Et j'ai recommencé en me mettant en agressif. Et là, effectivement, au bout de 40 secondes, c'est arrivé, j'avais mes tokens. Donc dans ces cas-là, la règle de chez Règle, quand on claim des tokens, c'est de se mettre en agressif pour être le premier. Donc il ne faut pas hésiter à dépenser pour gagner derrière. Et c'est ça que j'ai pas fait. Moi, j'ai appuyé sur Speed Up, mais ça ne vaut pas le agressif. Sachez-le. Donc j'ai mis agressif, derrière j'ai récupéré directement mes tokens à iDodge. Mais c'était déjà écoulé 9 minutes. Et ça c'est énorme 9 minutes. Parce que 9 minutes, j'étais déjà, alors si je me base par rapport à MEX, ici, je pense que sur Uniswap j'étais même encore plus bas. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai eu mes tokens, forcément, j'ai tout de suite été sur Uniswap et j'ai regardé pour la vente. Et franchement, je gagnais rien. Je perdais même un tout petit peu. Donc je me suis dit, non, mais ça va pas. Et quand j'ai regardé sur MEX, j'ai l'impression quand même que je pouvais plus gagner sur MEX. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mes tokens sur MEX pour pouvoir après rapidement récupérer ma mise. Et j'étais encore à ce niveau-là, vous voyez. Sauf que pour que les tokens arrivent sur MEX, c'est ça le problème, c'est que ça a pris en tout 13 minutes pour que mes AI arrivent sur MEX. Pourquoi? Parce que là, je vous ai fait une capture d'écran de la première transaction que j'ai fait d'envoi de mes AI vers MEX. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc ça a été envoyé donc à 9h09, donc il y a eu 9 minutes déjà pour récupérer mes AI, donc c'était déjà quasiment mort. Et derrière, pour envoyer tout ça sur MEX, il faut qu'il y ait une validation de 64 blocs. Or, il faut 0,20 minutes pour qu'un bloc soit validé. Donc ça m'a fait 13 minutes d'attente pour que mes AI arrivent sur MEX. Donc déjà tout ça c'était dead. Pourquoi c'était dead? 13 minutes, 5, 10, plus les 9 minutes, on arrivait ici. Donc déjà voilà, moi j'ai acheté là, ici, terminé, mort, j'ai perdu ma mise et après voilà le résultat. Donc tout ce qui était sur MEX déjà c'était mort. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux délai d'attente des blocs. Après sur Uniswap, alors j'avoue que là je vous ai mis la courbe Uniswap, c'est pareil ça. Alors que sur MEX ça a bien pumpé pour après redescendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont sur les exchanges, pas trop sur les DEX. Uniswap, je pense qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur la courbe, ça allait vraiment en descendant non-stop. Il n'y a pas eu de phase de pump, mais je ne suis pas sûr parce que là, je ne sais pas si je suis au niveau des 5 minutes ou des 10 minutes. Vous voyez, ça, c'est le seul côté où je ne suis pas certain. Pour la faire courte, dans les pre-sales, si jamais on peut claimer 1 heure avant, ça c'est parfait. On peut tout à fait, à mon sens, si les métriques sont identiques à Love 8 Inu, par exemple Wall Street même, si je peux claimer mes tokens avant, alors la probabilité que je fasse des gains sera quand même très élevée à mon sens. Si jamais je ne peux pas claimer avant et que c'est forcément en même temps, ce que je préconise de faire, c'est de claimer directement en agressif sur MetaMask. Comme ça, on a directement nos tokens Wall Street même. Et derrière, on les échange tous sur Uniswap pour ne pas perdre d'argent. Mais en parallèle, ce qu'on aura fait, c'est qu'on attendra que le trade commence sur les plateformes d'exchange. On achètera dès que ça commence et on revendra peut-être, je ne sais pas, 3 ou 4 minutes après parce que la probabilité que ça pump directement est quand même assez forte. Voilà, ça sera plutôt ma stratégie maintenant à faire. De toute façon, c'est en affinant ces stratégies qu'on arrive après à avoir une stratégie optimale. Par contre, sur Digitoad, là, on voit que les métriques ne sont pas très bonnes. J'ai peur que ça puisse dumper direct. Vous voyez, donc là, je vais être très très rapide à tout vendre. Parce que là, je ne vais même pas poser la question. Heureusement, je sais, sur Digitoad, je reviens ici, je sais que sur Digitoad, ils seront sur Uniswap. Donc Digitoad, c'est pas compliqué. Dès que c'est parti, je vais directement MetaMask, je claim agressif, je récupère Uniswap, je transfère USDT le max. Point. Je ne me pose même pas de questions. La chance que ça dump de Digitoad est très élevée. Par contre, Wall Street même, à mon sens, ça devrait pumper. Voilà, bon, j'espère avoir été clair. J'ai partagé tout ça avec vous. De toute façon, je tiendrai au courant, forcément, au fur et à mesure que les choses avancent. Donc, Love 18 ça c'est fait. Ensuite, on a quoi? On a Digitoad. Ça, je vous ai mis du coup le lien référent dans la description. Mais bon, ça me paraît un peu border quand même, donc faites attention. iDodge, ça a été un échec. Je ne vais pas y revenir. Mais par contre, ça m'a permis d'affiner ma stratégie. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Wall Street même, pour moi, j'y crois quand même à celui-ci. Neo Arcway, j'en ai parlé.
Alors SmartDex, hein, SmartDex, ça continue, ça performe bien là le token. Il a pris une bonne petite poussée comme on les aime, il doit être à 58 maintenant, c'est super. Alors ils ont fait des tests hein, sur les blockchains qu'ils ont identifiés, hein, comme la BSC, Arbitrum et Polygon. Ça marche exactement comme ce qu'ils escomptaient, donc ça c'est une excellente nouvelle. Donc maintenant c'est imminent à l'arrivée de ces fameuses blockchains sur SmartDex.io pour qu'on puisse enfin farmer à partir de notamment d'un layer 2 par exemple, ce qui pourrait être pas mal. Alors là ils ont déjà réduit leurs rewards au niveau du farming sur Ethereum. Pourquoi? Parce qu'ils vont en mettre évidemment sur les layers 2, donc il faut qu'on puisse être insensitivé par rapport à ce qu'on place, ça c'est tout à fait logique. Donc on voit que ça se prépare, on voit que ça va bientôt sortir. Il y a d'autres choses aussi qui sont dans les cartons apparemment. Je sais que je dois faire une vidéo là-dessus, je le sais bien, mais j'aimerais bien vous faire une démonstration aussi de l'outil dans la vidéo. Et donc j'attends moi que sortent aussi ces fameux Layer 2 et cette compatibilité avec les Layer 2. Ça ne saurait tarder maintenant, mais je vais vous faire une vidéo, hein, je vous l'ai promis, je vous la ferai, ça il n'y a pas de problème. J'attends juste un petit peu pour vous donner un petit peu plus de matière, chers amis. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, un tour assez complet sur les cryptos. On a pris un petit peu de temps et parce que je voulais aussi vous expliquer le résultat de mes réflexions sur les pre-sales. J'espère que ce Kaiser News vous a plu. N'oubliez pas, si vous a plu, même si vous a pas plu d'ailleurs, de mettre un petit commentaire, mais sympa le commentaire, hein. Et également de mettre des likes. Et voilà, j'aime beaucoup lire vos commentaires. J'aime bien évidemment les likes parce que ça fait ressortir la chaîne au niveau du moteur YouTube. Je vous remercie de ne pas vous être désabonné hein, pendant mon absence. J'ai pas perdu un abonné, j'en ai même pris d'ailleurs, ce qui est quand même incroyable. Et je vous souhaite à tous du coup un excellent week-end qui devrait être quand même un petit peu ensoleillé, ça c'est bien. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo, ça c'est toujours important de le dire. Je ne suis pas payé pour présenter les tokens. Et ça reste quand même une fierté. Donc ça vient vraiment de moi et de mes recherches. Après, je peux me tromper, hein, forcément. Mais au moins, si je me trompe, je n'aurais pas été perverti par l'argent. Et ça, c'est quand même important. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien. Et moi, je vous dis donc à mardi pour un Kaiser News light, hein, cette fois, pas plus de 15 minutes. Allez, bye bye!